Oui, alors bonjour tout le monde. C'est le premier point de presse de ma part en ce début d'année. J'ai décidé de faire ce point de presse-là en lien avec la mort de Raphaël Napa André. Comme l'ensemble des Montréalais, Montréalaises, j'ai été profondément choquée d'apprendre la mort de Monsieur André. Et je trouvais ça important de faire le point avec vous sur la situation sur l'itinérance parce que ça bouge beaucoup, ça fluctue beaucoup. Et je trouve que c'est la bonne chose à faire que de vous donner l'état de la situation. Tout d'abord, je tiens à mentionner que depuis le début de la pandémie, il y a un nombre absolument record de lits qui ont été créés. Surtout pour la deuxième vague, parce qu'on savait que l'hiver s'en venait, donc on a augmenté de façon substantielle le nombre de lits. Quand je dis on, c'est important de prendre en considération que l'itinérance et l'habitation sont bien sûr des responsabilités provinciales, mais que pour nous, la Ville de Montréal, depuis le début de la COVID, on s'implique tous les jours pour trouver des solutions, entre autres offrir des lieux, de la sécurité, du nettoyage, du personnel. Donc, on est là en support. Donc, malgré ce nombre record de lits qui ont été créés, ce qu'on se rend bien compte, c'est qu'il y a des soirs où ça déborde. Vous vous rappelez, je vous avais dit précédemment, la semaine dernière, on était à peu près à 95 du taux d'utilisation des lits, là. Mais justement, 95 c'est pas une grosse marge de manœuvre. Et autant, il y a des fois où il reste des lits, mais il y a des soirs où il n'y en a plus. Alors, c'est pour ça qu'on travaille toujours en continu pour créer de nouvelles ressources. Il y a une nouvelle ressource qui va être annoncée très prochainement sur lesquelles on travaille, donc pour pouvoir aller chercher plus de 100 lits pour compenser ceux qui ont été perdus. Maintenant, pour ce qui est des ressources pour les personnes en situation d'itinérance d'origine autochtone, ça aussi, c'est des besoins qui évoluent beaucoup. Je tiens à dire que depuis le début, là, il y a 2 ressources de projet Autochtone Québec qui sont ouverts, donc des refuges, des endroits où les gens peuvent aller dormir, mais il y a aussi la situation de Open Door, dont on a entendu parler. Open Door, c'est à la fois un centre de jour, mais aussi une halte chaleur pour la nuit. Avant Noël, la santé publique, a décidé, a demandé à fermer à Open Door parce qu'il y avait eu des éclosions, il y avait des règles de sécurité de santé publique qui n'étaient pas respectées. Il faut savoir que dès ce moment-là, la Ville de Montréal a levé la main pour dire on va les accompagner, on va les aider à améliorer les processus sanitaires pour que les gens puissent revenir le plus tôt possible. Le centre de jour a été réouvert, mais l'halte chaleur, elle, ne l'est toujours pas. Mais on est là. On est là depuis le début parce qu'on sait que Open Door, c'est une ressource qui est importante. Il y a les 2 autres de projets Autochtone Québec, mais Open Door, c'est un endroit où les gens vont se rendre. Il y a un sentiment d'appartenance qui est important. Alors, sachez que on espère et on travaille avec eux pour réouvrir Open Door, l'halte chaleur, le plus rapidement possible. Maintenant, un autre élément dont je veux vous parler, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu, je peux pas, faut que je le dise, ça a une incidence directe sur l'écosystème de l'itinérance. Autant chez les personnes en situation d'itinérance, mais également les travailleurs, les travailleuses qui font un travail absolument exemplaire et je tiens à les remercier parce qu'ils sont à bout de souffle, ils donnent tout. Ils donnent vraiment tout, mais c'est sûr que le couvre-feu est venu augmenter le niveau de stress, d'anxiété, puis jusqu'à un certain point aussi le sentiment de sécurité chez les utilisateurs. Depuis le début, je tiens également, depuis le début du couvre-feu, je tiens à remercier le travail des forces policières du SPVM qui ont fait preuve de beaucoup de sensibilité et bien qu'on peut avoir l'impression, parce qu'il y a des nouvelles qui circulent et c'est correct, mais je veux vraiment qu'on entende qu'il y a à peu près 400 personnes depuis le début du couvre-feu qui ont été interpellées par les policiers et qui ont été accompagnées vers des refuges, vers des ressources qui sont pour eux. Alors, je remercie le SPVM de leur travail et bien sûr, je pense que le couvre-feu a rendu leur tâche, dans certains cas, pas toujours évident à pouvoir faire la distinction entre une personne très, très vulnérable et d'autres qui pourraient, d'autres cas, mais leur job, c'est bien sûr d'assurer la sécurité de tous et toutes. Alors, avec le couvre-feu, parce qu'à Montréal, on n'en peut plus, parce que c'est difficile, la situation de l'itinérance. C'est difficile à tous les niveaux. La semaine passée, je vous disais qu'il y avait
il y avait le feu, ça continue. Alors, ce que je demande au gouvernement du Québec, c'est de faire une exemption pour les personnes en situation d'itinérance concernant le couvre-feu. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent en sécurité à Montréal. Je ne veux pas exacerber cette fragilité, cette vulnérabilité qui est déjà présente. Et pour avoir, étant donné que je discute beaucoup avec les responsables des ressources pour personnes en situation d'itinérance, pour eux aussi, c'est un stress qui est difficile. Maintenant, je veux quand même faire une précision qu'en demandant cette exemption-là pour les personnes en situation d'itinérance, je n'encourage pas les gens à dormir dans la rue. Ce n'est pas mon message. Mon message, c'est d'aller dans les ressources. C'est pour ça qu'on crée toujours plus de lits et des haltes chaleur et des centres de jour, parce qu'il fait froid, parce que les gens devraient avoir droit à un lit, avoir un toit, avoir des services, à pouvoir avoir à manger, de pouvoir se doucher, d'avoir une communauté. Alors, c'est vraiment ça je veux que s'ils sont dans la rue après 8 heures, qu'ils ne se sentent pas en danger, mais je veux qu'on continue à les accompagner vers les bonnes ressources et que le nombre de ressources augmente. Parce que oui, l'itinérance, elle augmente à Montréal. Je l'avais déjà dit précédemment, elle bouge en fonction de la température, de ce qui se passe dans l'actualité, mais elle augmente. Alors sur ce, je tiens encore une fois à remercier les travailleurs, travailleuses de première ligne dans les ressources pour les personnes en situation d'itinérance. Je tiens à réitérer ma collaboration avec le gouvernement du Québec et le réseau de la santé avec qui on travaille depuis le début pour créer toujours plus de lits. Et enfin, je nous invite tous et toutes à continuer à faire preuve de grande sensibilité envers les personnes en situation d'itinérance. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai une pensée toute spéciale pour la famille et les proches de Raphaël André et je suis terriblement déçue et désolée de cet incident tragique. Merci. Donc, vous êtes concrètement laissez-les en paix, sacrez-leur la paix un peu, Mme Plante, après 20 heures, au moins le temps qu'on trouve une solution à ça. Oui, c'est-à-dire, les policiers, comme je vous dis, là, ils font preuve de vraiment beaucoup de discernement. Puis comme ils les accompagnent, c'est une bonne chose, ça. Ça, c'est bien. Mais ce que je veux qu'ils entendent, ces personnes vulnérables-là, c'est ayez pas peur, n'ayez pas peur. On va vous laisser tranquille. C'est vraiment ça. Ça n'empêchera pas des policiers de devoir faire des interpellations, évidemment, parce que ça peut être autre chose qu'une personne en situation d'itinérance. Mais de façon générale, on laisse aller, là. C'est trop, ça crée trop de stress présentement chez beaucoup trop de gens qui ont déjà la difficulté. Mais le Raphaël dit que Raphaël avait peur puis s'est caché dans les toilettes. Avez-vous entendu ça aussi? écoutez, on ne saura pas que je ne peux pas parler pour Raphaël. Monsieur André n'est plus là. Mais dans tous les cas, il y a des gens qui peuvent, en situation d'itinérance, peuvent avoir peur de la police. Ça, c'est fort probable. C'est possible. Bien sûr, je ne peux pas supposer, je ne peux pas parler pour lui. Est-ce que vous demandez donc une exemption au gouvernement Legault, que ça soit par décret, mais que si est-ce que ça se passe, si ça se fait, est-ce que vous demandez ou vous ordonnez à vos policiers de ne plus intervenir auprès des sans-abri? Est-ce que c'est ça qu'on va comprendre? Écoutez, vous savez, moi, depuis le début, je travaille en équipe avec la santé publique, avec le gouvernement. C'est pas une position avec laquelle je suis confortable. Je n'aime pas demander une permission spéciale, mais il en demeure pas moins que la situation à Montréal, elle est intenable. Alors, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement Legault accepte cette exemption-là. Se dire, OK, à Montréal, là, on parle pas de 10 itinérants, on parle d'à peu près 3000 personnes, puis au bas mot, parce que ça bouge. Alors, j'espère que cette exemption nous sera accordée pour que ce soit officiel et que ça se fasse dans les bonnes règles de l'art, comme j'aime que les choses se fassent. Mais on va voir quelle sera la réponse du gouvernement en ce sens. J'espère ne pas avoir à aller contre le décret. Est-ce que le SPVM est d'accord avec ça? Pardon? Est-ce que le SPVM est d'accord avec ça? Vous savez, le SPVM, eux non plus, c'est pas une situation facile pour eux, parce qu'ils veulent, bien sûr, les policiers suivent la loi. Et si on leur dit qu'à 8 heures, il faut contrôler la population, ils font ce qu'on leur dit. C'est normal. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-ci, eux non plus ne trouvent pas ça facile de devoir interpeller des gens. Ils connaissent bien, là, les policiers. Ils connaissent la communauté autochtone, mais aussi surtout itinérante. Donc, je pense qu'on va leur faciliter la vie si on peut leur dire, écoutez, continuez à faire votre travail, mais ne sentez pas le besoin d'aller systématiquement interpeller des gens que vous savez qui sont des itinérants. Madame Plante, il y a des organismes communautaires qui tiennent des propos assez durs à l'endroit de la ville
s'assurer qu'il y ait de la place dans les refuges, qu'il y ait, entre autres, plus de clémence de la part des policiers. Vous répondez quoi à ça? Écoutez, on a l'habitude, j'ai l'habitude à ce que ce soit la Ville qui soit blâmée. Parce qu'on est sur la ligne de front, on est le dernier gouvernement, on est le gouvernement de proximité. Mais c'est trop simple. Et ce serait vraiment injuste de la part de ces organismes-là ou de quiconque de juste dire de blâmer la Ville. J'aimerais ça rappeler qu'à la base, là, ce qu'on vit en ce moment, c'était prévisible. Parce que la crise du logement et l'incapacité et le manque de logement social, ça date pas de l'épidémie, ça date de bien avant. C'est un désinvestissement de la part de la société et des gouvernements dans l'habitation. C'est de ça dont il est question. Alors, de blâmer la Ville qui, depuis le début, qui n'a pas les budgets, qui n'a pas la responsabilité, c'est une responsabilité, un poste financier du ministère de la Santé, je trouve que c'est de simplifier à outrance la réalité de ce que l'on fait. Et au contraire, si on jase avec beaucoup d'organismes, je ne sais pas quels sont ceux avec qui vous avez parlé, ils vont vous dire que la Ville de Montréal est un partenaire incroyable et que depuis le début de la pandémie, là, on est au rendez-vous pour pallier souvent les actions ou parfois une certaine lenteur qui peut se produire avec les paliers supérieurs. Est-ce que la Ville pourrait en faire davantage? Écoutez, encore une fois, tout est perfectible, mais je serais curieuse de voir qu'est-ce que la Ville peut faire. J'aimerais ça avoir des exemples. C'est facile de blâmer, mais encore, la Ville de Montréal a mis à disposition des arénas, des sites. On a de la sécurité, on offre les services de nettoyage. On est là, on pousse pour la vaccination. Mais il faut se le rappeler, l'itinérance s'inscrit d'abord et avant tout. C'est une responsabilité provinciale. Puis je dis pas ça pour dire « Ah, c'est pas mon problème ». Vraiment, là, depuis le début de la pandémie, la Ville de Montréal répond présente pour laisser personne derrière, mais on agit dans le cadre de nos pouvoirs et avec les moyens que l'on a. Qu'est-ce qui se passe avec Open Door? Oui. La santé publique a émis des recommandations. Ce qu'ils disent, c'est que tant qu'elles ne seront pas implantées, il n'y aura pas on ne va pas recommander la réouverture du centre. Ouais. Comment ça se fait qu'ils Mais regardez, c'est un très bon exemple. J'aurais envie de dire à ces organismes-là, regardez l'exemple de Open Door. Open Door, c'est un organisme qui est financé par le gouvernement du Québec. Encore une fois, c'est leur responsabilité. Avant Noël, on apprend qu'ils doivent le fermer au complet. On a dit, mais écoutez, il faut qu'on trouve une solution. C'est un organisme clé, super important. On est allé les aider, mais le centre de nuit, l'Halte Chaleur, n'est toujours pas réouverte parce que, je le rappelle, les règles de santé publique, puis je suis pas là pour les juger, mais ultimement, la Ville se conforme à des règles là, qui disent que c'est pas conforme. Alors nous, on a levé la main avant Noël en justement aller installer des murs, qu'on va pouvoir même mettre des équipes de nettoyage ou même de la sécurité. Je veux dire, on fait ce qu'on peut, mais il faut absolument, nous, on est présents, on espère que Open Door, l'Halte Chaleur, va réouvrir dans les prochains jours parce que le travail a été commencé bien avant. Mais la santé publique se défend aujourd'hui, on n'a jamais recommandé la fermeture. Oh, ça écoutez, se renvoie la balle aujourd'hui, Mme Plante. Mais honnêtement, là-dessus, je vais les laisser s'obstiner entre eux. Je pense que c'est important moi, en général, je vous dirais qu'on travaille très, très bien avec la santé publique puis le réseau de la santé. Mais il y a des décisions qui se prennent à un autre niveau, là. Puis à un moment donné, ça descend. Alors, je vais laisser la santé publique et le réseau de la santé s'obstiner entre eux. Moi, ce que je peux dire, c'est que depuis le début, dans tous les cas, on est là pour offrir ressources, terrain, bâtiments, autobus s'il le faut, équipe de sécurité, on est là. Madame Plante, il y a un organisme qui a acheté des systèmes thermiques pour les itinérants. Ça coûte environ 200 $ et ça leur permet de dormir dehors quand même un peu plus au chaud. Est-ce que la Ville pense en acheter pour les itinérants? Moi, depuis le début, je dis qu'il faut avoir une approche concertée. Hein. C'est sûr, comme je disais, là, qu'il y ait des initiatives qui popent ici et là. Il y a des gens il y a des citoyens qui donnaient des tentes aussi pendant l'été à des itinérants. Puis ils le font de bon cœur. Moi, je juge pas. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est ça qu'on veut comme société aussi, qu'il y ait des gens qui dorment dehors, on leur donne un petit abri, dormez dehors. C'est ça aussi. Il faut avoir une réflexion plus large. Comme je vous dis, moi, je privilégie un lit, des ressources, un endroit. Il y a des personnes en situation d'itinérance qui parfois ont des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Quand on va dans une ressource, il y a des intervenants, il y a des gens qui sont là pour les accompagner. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont toujours se dire, moi, je veux pas aller en refuge.
Mais de là à encourager ou de dire on vous donne une tente, moi je suis pas là. Et pour être bien être avec vous, encore une fois, la Ville pourrait jamais prendre une décision comme ça. La santé publique doit se prononcer sur le côté sécuritaire d'une telle installation. De la même façon que pour eux, les tentes, il y avait des enjeux l'hiver. Rapidement, sur un autre sujet, là, les discussions avec les autres élus, il y a plein de choses qui sont écrites, qui se disent, des rumeurs. Est-ce que c'est en train de nuire à votre image, à vous, finalement, qui nous peut-être à votre réélection? Ça va que vous êtes contrôlante. Ben écoutez... Youssef. Oui, c'est plus moi, ça. Oui, c'est ça. Ben, Êtes-vous la mairesse que Coder était autrefois? Ben, c'est intéressant. Il y a un article, j'ai lu un article de Madame de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui disait que lorsqu'une femme est au pouvoir, automatiquement, la première critique, c'est qu'elle est contrôlante. Alors, écoutez, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je prends les décisions quand c'est nécessaire. Je pense que aujourd'hui en est un bon exemple, c'est-à-dire que bien que je suis une joueuse d'équipe, avec tous les paliers de gouvernement, avec l'ensemble de mes collègues, moi, je suis la mairesse de la Ville de Montréal. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. Et puis, on est en temps de pandémie. Je sais que pour certains, ça peut être plus difficile peut-être parce que les décisions se prennent rapidement, mais moi, je pense toujours au bienfait de la population. Puis, en plus, ben, on est en année électorale. Alors, je pense qu'on va entendre plus souvent ce genre de commentaires ou de critiques. Ou, un nouveau venu qui veut votre job, en plus. Il y a un nouveau ben oui, ben je lui ai souhaité bienvenue. Vous savez, pour moi, une élection, c'est un exercice démocratique d'abord et avant tout. Ça va permettre à l'ensemble des candidates, parce que j'espère qu'il y aura des femmes, d'autres femmes, à se prononcer, débattre, amener de bonnes idées, de bonnes approches. Et moi, du moment que ça se fait de façon respectueuse, l'UMQ a lancé une campagne. Hein, on voudrait pas avoir des campagnes qui ressemblent à ce qui se passe au sud de la frontière. Je pense qu'on peut débattre d'idées de façon respectueuse et intelligente, dans le respect de chacun, chacune. Alors, voilà, une campagne en vue. C'est une bonne chose. Dernière question du métro en français. Il y a tout un groupe communautaire d'organismes qui demandent à la Ville de faire pression sur le fédéral pour décriminaliser la possession simple de drogue. Il va y avoir une motion à ce sujet-là au prochain conseil municipal. Êtes-vous favorable à ça, comme j'encourage, par exemple, des pressions? Bien, vous savez, hein, les motions, on les débat toujours, on les commente en temps et lieu. Alors, lundi prochain, c'est le conseil municipal. Mais comme vous le savez peut-être, là, mais à l'époque des centres d'injection supervisée, moi, conseillère ici dans Ville-Marie, j'étais en faveur. Je pense que c'est dans une approche de réduction des méfaits. Maintenant, là, c'est beaucoup plus large. Ça implique beaucoup plus de gens. Ça implique le provincial, le fédéral, les services de police. Alors, je pense qu'il est un peu... je peux pas me prononcer aujourd'hui. Et puis, on pourra le faire lors du conseil municipal. Au sein de votre propre parti, Mme Plante, est-ce que vous allez avoir un opposant pour le poste de mairesse, quand même, de Projet Montréal? Quelqu'un va se présenter contre vous? Non, ben ça marche pas comme ça. En général, il faudrait qu'il y ait une course à la chefferie pour pouvoir... donc, si quelqu'un veut se présenter contre moi dans mon parti, ben je l'invite à devenir indépendant. Je pense que ça va être plus simple. Je vais te faire en belge. On va passer aux questions en anglais. You start just by making a statement in English. Sure. I didn't think of that. Okay. So I decided to talk to you this morning because as many Montrealers, I'm deeply shocked by what happened to Raphaël Napa André, this homeless man who died tragically, definitely. And I'm here because I wanted to give an update on the different resources, wanted to share what's going on the field. I've said before that the number of beds, though we've created so many beds, it fluctuates, and sometimes there's no more space. So we're always working with the government of Quebec and public health to create new spaces, and we'll be sharing some of the news about that. That being said, for homeless people coming from the Aboriginal community, it's not an easy one. There is resources, there are beds, but since they close Open Door, and when I say they, I'm talking about the government of Quebec, the public health for different reasons, we decided to stand up and say, how can we support to make it safe? Because that was the entire issue around the Open Door, the Alta Chaleur, so that's a night resource. It didn't happen.
And so we are continuing. We help them with the day center at the Open Door, and we're continuing to support them for the night resource. That being said, I also wanted to address, so I guess the situation is there's a lot of beds, but there's nights where there's not enough beds. And we need to continue to offer more options. And this is what we're working towards with the government of Quebec. Now, for the curfew, my position today is that we should make an exception for the homeless population. What we've been seeing in the last week is that it created a lot of stress, not only for the homeless population itself, but also for the workers, the people within the ecosystem. People are tired, people are exhausted, to be honest. We're having trouble to get even new resources. So the curfew just adds to that and create this sense of insecurity for a lot of users, and we don't want that. That is not what I want for Montreal. I want people to feel safe in the streets. I want people to have access to a bed, a place where it's warm, where there's food, where there's services for them. So I'm asking the government of Quebec to make this exception for the homeless population. Just to end though, this request that I'm making to the government of Quebec doesn't mean that I want people to sleep in the streets. Like I said, I want people to be in a warm space, a safe space. But if they feel like they won't be targeted outside, I think it's going to help them feeling more secure, and that is exactly what we want to send as a message. You say you want to reopen the Open Door, or to reopen as soon as possible. The Open Door says they are being bounced around from different levels of government, different bureaucracies. Everyone's passing the buck. Tonight it's going to be very cold. They're going to have to turn more people away from their shelter. Are you going to do anything today to make sure those Well, people... we've been working with them for days, even before the holiday. And I think it's very important at this point. If my commissioner for the Aboriginal communities would be here, if my commissioner with the homeless population would be beside me, they would tell you that they've been working like hard to actually make sure that we can support them with putting the walls, making it clean. That's what we do at the City of Montreal. I don't take all the big decisions. I don't necessarily have the money, but I can give space. I can give resources. I can give security. I can clean up stuff. That's what we do. So seriously, in this specific issue, I think the fight or the bureaucracy is not at the city level. At the same time, they say, you know, it's important to follow public health guidelines, but you can't, it's not good for people's health when they're dying on the streets. Should there be an exception to public health rules to get these people indoors? I will absolutely, see, that's I'm not public health. I'm not public health, and they need to answer to those questions. What I can tell you is tonight, I don't want anyone to sleep in the streets. Yesterday, there was some space available at Le Projet Autochtone Québec. How do we make sure that when there's beds available, some people, we can take them and there's a shuttle. But I think we can do better in making sure that these people don't stay in the streets, because that's the thing, it fluctuates. So for me, we don't want anyone to sleep in the street tonight if they don't want to, of course. Can you just talk about no, it's been two. Next question. Kind of following along that, so the Open Door is a wet shelter, and the Royal Victoria, the former Royal Victoria, was set to open in January or along the same lines, but because of the outbreak in the homeless community, they've had to shut that down too. So now there's two places that would have been open for homeless who are using. What do you think of both the closures and the delay of the community? Well, I'm not happy about it. Of course, I've always been supporting the wet shelter, the project that was planned in the Royal Victoria. We have a COVID. The Royal Victoria now is only for the medical trajectory, right? So I'm not happy about this. Of course not. And when I say, I said last week that it's tough in Montreal. There's a fire. It's about all these issues, and it's difficult for the entire population in general, but for the most vulnerable, people dealing with alcohol problems, of course it's tough. Like, where do they go? And this is why I'm trying to,
you know, I'm crying out loud, like we need more help, more resources, and I want this curfew to be out for a while because it's just too much pressure for people, especially the homeless population. Why was the premier C'est correct? Do you have a follow-up? Yeah. we'll get back to you in a I'll second. go back to you. Mayor Montreal is handing out e-books. Like I said, I've seen many initiatives. It shows that people are creative and wants to support, so that's a good thing. That being said, I think it's important to have kind of a comprehensive approach to this, because to me, I want people to be in a warm place, and I'm not even sure that this is what we need right now. And I'm not an expert. I need public health to also look at, is that safe? And as a society, is that what we want? Personally, I want people to have a roof on top of their head. And I'm upset that there was a lack of investments for so long. Because again, I'm going to say, because I'm a bit frustrated about this, is that it didn't start with the pandemic. What we're seeing right now and the number of people like dealing with no house plans whatsoever has been there all the time. So it might be a good option, but at the same time, I don't want us as a society to just say, go in the street, you know, take a tent and it's fine. I don't think this is what we want, but it might be a good in-between solution, but public health needs to look at it. Why was the premier under the impression that there was enough beds available in Montreal when you said earlier now there's no? So that's it. It fluctuates. The homeless population is quite complex, and it moves. There's nights where there's beds available, and there's nights where there's none. So we're really trying, and we don't have a right number. We're talking to the homeless directors, like the people working with the community, and they tell us that the number I've raised, but it's not like concrete, you know what I mean? So when last time I did talk to you guys, it was I was saying that we're about 95% of the beds. There's 1,366 beds. That's we've never created that many beds, and we were 95%. So there's nights where it's full capacity, and there's nights where there's still bed remaining. What I can tell you is, when I did share about that number, which was quite worrying, 95% is not a lot of buffer. So we're working. We're going to be opening a new place in the next coming days. There was going to be 100 new places for a homeless population with services. It will be warm and nice, and I did visit it this morning. So to me, this is good news. Can you give me more details about that? Coming in the next few hours and days, but it's going to be in the east, and it's going to be 100 beds. Ruben on CCTV. Apparently some cities are considering decriminalizing a small amount of drug possession. Martin Rothschild is pushing an idea, apparently with the support of Dr. Menendez Grant. What do you think about that idea? So I always say that when there's motion, we talk about it during the council, which is next Monday. That being said, Montreal has an history of, we opened the supervised injection sites, something that I was in favor of. This motion that is brought up by Monsieur Rotrin is also being supported by police officers, like corps of police officers. So it's in the air, but for me, it has to be connected with all the other levels, because it's not the city of Montreal itself that that decides let's do it. But I mean, and we see that other cities are doing it, and it might be a good idea. A quick question for my colleagues at the national. Just make sure if other just people. One last question. Perhaps someone else from. No? All right, one last. Okay, just about vaccinating the homeless. Yes. Could you tell me about the strategy and why it's important for you to choose this vulnerable Right. population over another vulnerable population? Well, to be honest, this is the worst situation ever when you need to prioritize some vulnerable communities over others, because I think like everybody needs a vaccine right now. When I think about the elders, for example. That being said, the public health authorities here in Montreal decided that it was we had to bump up, if I could say, the homeless population, and I totally agree, because we know how stressful it is, and the pressure on the ecosystem right now. If there's an outbreak, it can
completely destructuralize a whole center, a whole shelter. So they've started today at the Quai Alexandra. They're being vaccinated. There's other organizations that also the workers, but also the users have been vaccinated. So to me, this is a good thing. We need to minimize the stress and the possibility of creating outbreaks within an already vulnerable population. All right, thank you very much, everyone. Merci tout le monde. Bonne journée.